Infirmière de profession, Gaëlle Fertile, 37 ans, a énormément travaillé à domicile avant de devenir formatrice dans la formation aide-soignante. Dotée d'un talent de pédagogie, elle a toujours voulu faire de l'enseignement une profession, la poussant alors à effectuer des formations complémentaires. Motivée et passionnée, elle explique aujourd'hui ce qui l'a lancée dans cette folle aventure. Durant l'année 2020, vous devenez formatrice aide-soignante ici même à l'Institut de la Croix-Rouge à Brest. Comment l'êtes-vous devenue? Alors, moi, donc je suis diplômée depuis 2011. J'ai fait mes études à la Croix-Rouge. Certaines de mes collègues sont d'anciennes formatrices, parce que j'ai eu Catherine Kerboriou, avec qui je travaille chez les AS, et puis Madame Poty, directrice, qui était formatrice à l'époque. Et en fait, j'ai toujours eu à cœur en fait d'accompagner les étudiants et les élèves que je pouvais avoir avec moi au travail. Et voilà, j'avais un souhait de toute façon de devenir formatrice depuis longtemps. Et en fait, en 2017, il me semble, Madame Poty m'a contactée lorsqu'elle travaillait au CHU pour faire passer des soutenances de travail de fin d'études, parce que c'était le travail de fin d'études à l'époque. Et donc ça m'a mis un petit peu un pied à l'étrier, ça m'a permis de constater que c'était vraiment ce que je voulais faire dans ma vie. Donc, alors en 2018, voilà, j'avais envie un petit peu de changement dans ma carrière. Je me suis inscrite pour une formation d'IDEC, donc d'infirmière coordinatrice ici à la Croix-Rouge. Et puis finalement, ça s'est pas fait pour une histoire de date qui correspondait plus. Et donc, je me suis dit, bon, allez, lance-toi par faire une licence sciences de l'éducation. Donc, j'ai fait ma licence par le CNED, en fait, avec la fac de Rouen, que je couplais avec mon travail d'infirmière libérale. Donc, je travaillais sur mes repos. L'année a été un petit peu dense. Et puis voilà, une fois ma licence obtenue, j'ai postulé, il me semble, une première fois. Je pense que la Croix-Rouge devait rechercher une formatrice pour les prépas concours, je pense, ou un truc comme ça. J'ai pas été retenue. Enfin voilà, on m'a pas rappelé. Et puis Madame Poty m'a appelée en 2019 pour venir donner des cours à des auxiliaires de puériculture parce qu'il manquait du monde à ce moment-là. Je n'ai pas pu venir parce que je me mariais la même semaine, concours de circonstances. Et puis finalement, elle m'a rappelé quasiment un an après, en fait, en novembre 2020, suite à une publication en fait que Gwenola Billy m'avait envoyée à l'ensemble des anciens élèves en fait, en disant que ça allait recruter. Et donc voilà, j'ai postulé et puis j'ai été prise tout de suite. Donc voilà, très contente. D'ailleurs, devenir formatrice était un de vos projets déjà depuis longtemps. Déjà même lorsque vous étiez étudiante en IFSI, que ressentez-vous par rapport au fait d'avoir exercé un de vos rêves? Bah, du bonheur, évidemment. Je suis très très contente d'avoir accédé au poste en fait que je convoitais depuis longtemps. Après, je pense que c'est plus mon entourage qui a éprouvé beaucoup de fierté en fait à l'idée que je devienne formatrice. Mon mari est aussi infirmier libéral. J'ai ma belle-mère qui est aide-soignante. Enfin voilà, on a quand même pas mal de professions paramédicales dans la famille et je pense que eux finalement étaient presque plus fiers que moi que j'y accède. Mais en tout cas beaucoup de bonheur ouais d'être à ma place aujourd'hui. Très contente. De quelle manière le fait d'avoir exercé en tant qu'infirmière vous permet à ce jour d'accompagner les élèves aides-soignants de manière efficiente? Il faut savoir déjà que l'aide-soignante va travailler sur le rôle propre de l'infirmière. Donc, je pense qu'une infirmière est plutôt bien placée quand même pour savoir les missions de l'aide-soignante. Après, moi, j'ai beaucoup exercé à domicile. J'ai fait quasiment que ça, en fait, dans ma carrière, parce que j'aimais énormément cette activité, cette façon de travailler. Et en tant qu'infirmière à domicile, que ce soit en tant que salariée ou en tant que libérale, on fait le travail d'une infirmière dans sa globalité, donc que ce soit le rôle prescrit ou le rôle propre. Donc c'est vrai que j'ai été amenée de toute façon
à mener des tâches dans ma journée que font les aides-soignantes, par exemple, en service classique. Donc voilà, je pense que mon cursus professionnel me permet évidemment de savoir ce que fait une aide-soignante. Et puis bien sûr, j'ai eu toutes les expériences que j'ai pu avoir en stage lors de mon école d'infirmière. Et voilà, donc je vois bien ce que fait une infirmière, ce que fait une aide-soignante. Et voilà, moi j'ai à cœur vraiment d'apprendre le métier aux aides-soignantes par rapport à ma propre expérience aussi. Je trouve que c'est important. Vous évoquez parfois une passion pour la transmission auprès des élèves. Est-ce que lorsque vous exerciez dans les soins, vous appréciez transmettre aux étudiants et aux stagiaires? Ah bah oui, oui, tout à fait. Ouais, c'est vrai que lorsqu'on recevait un élève infirmier, parce que c'était des élèves à l'époque, je sautais un petit peu dessus en disant ah tiens avec moi en tournée. J'étais toujours super contente de leur transmettre des savoirs, leur transmettre des compétences, alors que ce soit sur le plan théorique ou sur le plan technique. Je me suis vue faire des petites fiches à certains élèves pour leur expliquer, par exemple, le principe de l'insuline. Voilà, j'avais toujours à cœur de faire en sorte que l'élève, en tout cas, il comprenne pourquoi il faisait les choses. Pour moi, c'était très important. Après, en libéral, petit regret, parce que certaines de mes collègues, elles n'avaient pas forcément, enfin, ressentaient pas l'envie d'avoir des stagiaires. Et c'est vrai que dans les différents cabinets où j'ai pu exercer, on n'avait que très très peu de stagiaires. Donc ça m'a un petit peu frustrée pendant mes années libérales. Et vous n'avez jamais souhaité être formatrice auprès des étudiants infirmiers? Si, pourquoi pas. Après, en fait, si vous voulez, quand j'ai postulé, il y avait plusieurs postes qui s'ouvraient. Il y en avait chez les AS et il y en avait chez les infirmiers. Et en fait, je pense que c'est plus une question de timing, en fait, de disponibilité à ce moment-là qui a fait que j'ai été chez les AS. Cela dit, enfin, moi, j'en suis très très contente parce que j'adore la relation pédagogique qu'on peut avoir avec nos élèves aides-soignants. Donc, je suis très contente. En ce qui concerne les infirmiers, alors moi je suis de l'ancien référentiel avant 2009, donc c'est vrai que je j'ai pas en tête les différentes compétences et les différentes unités d'enseignement des infirmiers. Après, cela dit, je suis absolument pas fermée à passer chez les infirmiers et puis à affronter un nouveau défi que d'apprendre le nouveau référentiel. Et il y a un peu plus de 10 ans, vous devenez diplômé d'État en sciences infirmières. Pensez-vous qu'il faut avoir de l'expérience sur le terrain avant de se lancer en tant que formateur? Alors oui, forcément, plus on a d'expérience, mieux c'est. Alors que ce soit pour les étudiants, élèves ou pour nous-mêmes d'ailleurs, pour notre confiance en nous, parce que se lancer en tant que formateur, quand on a, admettons, que 1 ou 2 ans de diplôme, je pense qu'on manque un petit peu de confiance en soi, dans sa technique, dans ses apprentissages théoriques. Donc je pense effectivement que plus on a d'expérience et plus c'est facile de transmettre en fait. De la même manière, quand j'ai mes élèves en cours, j'essaye toujours de leur donner un petit exemple que moi-même j'ai pu vivre avec mes patients. C'est toujours beaucoup plus parlant pour eux. Donc, encore une fois, plus on a d'expérience et plus le cours qu'on va donner sera riche en fait. Vous vous qualifiez comme étant quelqu'un de patient, pédagogue et organisé. De quelle manière la patience est un atout qui est important en tant que formatrice? Alors, forcément, je vais faire un comparatif entre mes élèves et les patients que je pouvais avoir, parce qu'on a affaire à des personnalités toutes différentes. Alors, que ce soit au niveau des apprentissages ou parfois il faut répéter plusieurs fois la même notion, voire trouver des astuces en fait pour expliquer différemment pour que l'élève arrive à une compréhension, ou dans le comportement des uns et des autres, parce que forcément en cours il y a besoin parfois de recadrer, il y a parfois besoin d'écouter. C'est un métier qui est quand même très très riche et effectivement, je pense que la patience, c'est une qualité qu'il faut avoir. Si on n'a pas de patience, grosso modo, je pense que ça sert trop à rien de devenir formatrice. Alors attention, je suis pas toujours patiente non plus quand il s'agit des téléphones en cours, par exemple. Là, je suis beaucoup moins patiente.
Également, vous vous définissez comme étant quelqu'un de têtu et trop investi dans votre travail. Mm. En quoi cela peut être néfaste dans votre fonction? Alors, têtu, alors c'est bien de l'être un petit peu quand même, hein, c'est bien d'être un petit peu obstiné et puis de croire un petit peu en ses valeurs profondes. Après, c'est peut-être pour mes collègues du coup que c'est un petit peu plus compliqué, parce que c'est vrai que quand j'ai une idée en tête, j'aime bien aller au bout des choses en fait. Quant à l'investissement personnel, en fait, ça sera plus justement vis-à-vis de ma situation personnelle, en fait, que mon métier aura tendance à un petit peu déborder sur ma vie familiale, par exemple. Donc moi, ça fait 1 an et demi que je suis là, et c'est vrai que je pense que parfois j'ai eu tendance à faire passer le travail d'abord, donc à faire des heures pas possibles. Et donc j'ai écouté l'autre jour l'interview de mon collègue Alan Jadé qui le dit très justement, en fait, que c'est un métier tellement prenant. On reste dans l'humain, hein, comme quand on était infirmier de soins. Et en fait, on a vite fait de déborder et de faire passer le travail avant tout. Enfin, moi, le nombre de fois où mon mari m'a dit mais t'es pas là, t'es où parce que j'étais dans mes pensées. Bah oui, effectivement, j'étais au travail à ce moment-là. Donc c'est un travail personnel à faire sur soi que je mène depuis quelques mois. Là, j'essaye vraiment de faire attention pour bien distinguer la vie professionnelle de la vie personnelle et ne pas laisser l'une déborder sur l'autre, quoi. Je pense que c'est important. Une de vos plus grandes craintes, c'est de ne plus avoir l'envie de transmettre. Pensez-vous qu'à force de former et d'enseigner sur le long terme, une lassitude peut arriver? Alors là, tout de suite, j'ai envie de vous dire non, parce que ça fait 1 an et demi que je suis là et que forcément, je me donne toujours à 100% et que chaque journée est différente. Donc pour l'instant, en tout cas, je ne ressens pas de lassitude dans mon travail. Après, c'est une crainte que j'ai parce que je me dis que si un jour je retrouve une certaine lassitude dans mon travail, je pense que je serai plus aussi performante en cours et j'aurai moins envie, ou en tout cas, je serai sûrement, je rencontrerai des difficultés à transmettre les différentes valeurs et les différentes notions aux élèves. Donc forcément, j'ai peur que ça m'arrive un jour, mais vu la tournure que prend les choses, je suis pas sûre que ça arrive. Vous évoquez avoir envie d'effectuer un master en sciences de l'éducation et de la formation. En quoi cela vous serait bénéfique? Alors, un formateur, à mon sens, doit continuer aussi de se former personnellement, en fait, tout au long de sa carrière. C'est un petit peu comme les infirmiers ou les ASAP qu'on peut former, hein. On leur dit toujours, vous apprendrez tout au long de votre carrière. Tous les jours, on apprend quelque chose. On apprend quelque chose avec les élèves ou les étudiants qu'on reçoit en stage aussi. Là, c'est pareil, j'apprends tous les jours, en fait, avec les élèves que je forme. Donc, le master, ça serait une continuité, donc parce que j'ai quand même fait la démarche de passer la licence sciences de l'éducation. En fait, à choisir, j'aurais passé directement le master, sauf que comme j'étais en libéral et pas financée, je me suis dit, je vais déjà passer la licence pour avoir un pied dans l'université, pour pouvoir ensuite passer le master. Après, ce master-là, il serait bénéfique surtout en ingénierie pédagogique, travailler un petit peu sur les nouveaux moyens de transmettre aussi. Je pense que là-dessus, ça serait assez bénéfique, parce qu'en soi, que ce soit la licence ou le master, ça nous apprend pas à être un bon formateur, mais ça nous apprend en tout cas à avoir les outils en poche pour le devenir, quoi. Est-ce que vous vous verriez un jour ou l'autre retourner dans les soins, et si oui, dans quel service? Alors pourquoi pas, hein, moi je suis fermée à rien du tout. En soi, c'est pas un projet que j'ai là dans les années à venir, parce que vraiment je m'éclate dans la formation et c'est vraiment ce à quoi j'aspirais depuis longtemps. Donc là tout de suite, j'en ai pas l'intention. S'il fallait revenir dans les soins, je le ferais sans problème, parce qu'en fait, si vous voulez, j'ai quitté les soins pour la formation, mais pas par dépit. C'était pas parce que j'en pouvais plus des soins. J'étais quand même très heureuse dans mon travail. Alors forcément, il y a quand même des avantages à être formateur, notamment au niveau des horaires, hein, on va pas se le cacher, les fériés, Noël,
les vacances, les week-ends, etc. Bon, bah, c'est vrai que ça, c'est un peu de l'histoire ancienne. Donc, pour ça, je pense que ça m'embêterait de retourner dans les soins. Mais en soi, le travail en lui-même, enfin, vraiment, j'adorais mon travail. Et donc, s'il fallait repartir dans les soins, je pense que ça serait encore du libéral parce que c'est vraiment la façon d'exercer que j'aime, en fait. J'adore cette approche avec le patient, cette capacité d'adaptation que requiert ce métier, mais pour nous, parce que pour le coup, c'est pas aux patients de s'adapter au service, mais c'est vraiment aux soignants de s'adapter au domicile et à la personnalité de la personne, à ses habitudes, etc. Donc moi, c'est vraiment une relation que j'adorais avec mes patients. Une petite question bonus. Si vous n'aviez jamais exercé dans le domaine de la santé, qu'auriez-vous fait comme profession et pourquoi? Alors très sincèrement, je pense que j'aurais été prof. Voilà, donc c'est quand même assez proche du métier de formateur avec quelques petites semaines de vacances en plus quand même. Ou alors prof d'espagnol ou prof de français, je pense, voilà, ce genre de choses. Même pas prof de biologie, parce que finalement, le corps humain, je le trouve passionnant, mais il y a quand même dans les sciences de la vie et de la terre, il y a quand même plein d'à côté qui sont moins en rapport avec la santé. Ou sinon, peut-être un métier un petit peu plus artistique. Je me suis découvert des passions il y a peu de temps finalement, par exemple la couture. Et je me dis que je me serais peut-être éclatée dans ce genre de travail-là. Et puis, d'une manière générale, en fait, j'ai toujours soif d'apprendre. Donc, si vous me dites demain, bah tiens, il y a une formation là pour devenir menuisier en une semaine, bah, je crois que je prends en fait parce que j'aimerais découvrir énormément de corps de métier. Je suis toujours très curieuse d'apprendre de nouvelles choses. Très bien. On vous remercie, Madame Fertile, d'avoir participé à notre émission et à notre interview. Bah, je vous en prie, merci à vous.